question de précision. Je voulais savoir si la rédaction web, c'est une rédaction parallèle à la rédaction papier ou un prolongement de la rédaction papier. Parce que chez nous, jusqu'ici, les sites internet des journaux, en fait, on prend juste les articles qu'on va publier demain dans le journal papier, on les met en ligne la veille au soir pour les gens qui vont découvrir demain matin. La deuxième question que je voulais poser, c'est celle de savoir, j'ai un petit problème de compréhension. Comment se fait-il que, alors que le web attire de plus en plus de monde, que la publicité ne puisse pas suivre et permettre aux organes de presse qui sont dessus de pouvoir survivre? Antoine Kabourahi du journal Iwachu. Antoine du journal Iwachu. Pour exploiter le contenu sur Internet, par exemple, pour vendre un article, quels sont les outils techniques qui permettent, si quelqu'un s'enregistre, pour ne pas donner son mot de passe à ses copains? Comment gérer le fait que... Bon, il y a eu des tentatives, mais on se rend compte que pour une personne abonnée, le mot de passe va être donné à 10, 20 personnes, et puis apparemment... Voilà. Donc, techniquement, comment faire? Merci de m'accorder la parole, monsieur le modérateur. Je m'appelle Copain, c'est Daïla Guiget. Je travaille dans une agence d'implémentation des TIC au Burundi, en sigle le CETIC. Alors, lors de votre présentation, il y a un diapo qui a attiré beaucoup mon attention. C'est une phrase qui a deux propositions. Vous avez écrit « Il n'y a pas de crise de la demande, il y a une crise de l'offre ». Pour la seconde proposition, j'adhère à votre confirmation. Absolument, il y a une crise de l'offre. Mais j'aimerais vous demander si vous pouvez attribuer une note absolue, affirmative sur la première proposition sur la demande. C'est juste ma question. Merci beaucoup. On s'arrête là? Non. Du côté d'Albert? Parce que je crois que l'essentiel du message, c'est comment on continue à faire du journalisme. Malgré tout, si on est journaliste et qu'on veut faire du média, c'est ça le vrai message. Ce qui se passe, et je dis ça surtout pour la frangine qui ne fait que découvrir qu'ils sont restés en arrière pour beaucoup de choses, mais à la limite, c'est pas grave. Je veux dire, parce que ce qui compte, c'est d'être relevant pour son propre environnement. Ce qui compte, c'est de savoir les gens. Parce que comment a commencé l'information? C'est des gens qui ont commencé à écrire pour leur propre communauté, puis ils ont vu que ça fonctionne, etc., etc. Donc c'est ça l'essentiel même du journalisme. Mais si on est dans un environnement où il n'y a pas tout ce développement, technologique, ce qui compte, c'est de rester à faire ce qu'on a envie de faire. Et ce qui est intéressant pour sa propre communauté, les baisses des papiers imprimés, c'est pour l'Occident. Mais en Afrique, ça ne descend pas vraiment. Au contraire, je veux dire, en tout cas dans les pays où on fait des journaux et on les vend, par exemple dans les East African Community, c'est énorme ce qu'on vend comparé en Europe. Mais ça n'a pas empêché qu'on ait effectivement aussi de nouveau plus de blogs, etc., etc., parce qu'il y a des gens qui ont maintenant accès à tout ça. Mais l'essentiel, c'est de garder un format qui fonctionne pour sa propre communauté ou pour les gens à qui on s'adresse. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une information qui a une ouverture. Donc s'il y a moyen d'avoir accès à la technologie, au moins il y a aussi d'autres avenues à explorer. Vous avez du contenu et vous avez un public. Et là, vous pouvez organiser la rencontre entre une offre et une demande, et c'est la base de l'économie. Mais de grâce, de fait, c'est d'abord faire son métier de journaliste avec beaucoup de plaisir et rentrer dans ce mode. En fait,
On en parlera peut-être, l'occasion d'en parler tout à l'heure, quand on parlera des nouvelles compétences du journaliste, que ça change pour lui. Mais c'est ça, c'est surtout ça, c'est de passer d'un mode... ça ne demande pas un franc, d'investissement, c'est dans la tête. C'est de se dire, je suis susceptible, j'ai la possibilité éventuellement d'informer en continu, de rentrer dans un processus d'information et pas de fabriquer des produits. C'est quand même beaucoup plus excitant d'être dans un processus d'information que de fabriquer un produit. Voilà. Et donc Gratien, voilà. Donc ta question c'était, donc si j'ai bien compris ton modèle au journal pour lequel tu travailles, c'est la mise en ligne des contenus qui ont été imprimés en parallèle. Donc, ils se sont mis en ligne le lendemain, c'est ça? Oui. Et on prend les articles papier et on les met en ligne. OK. Et ta question, c'est de savoir comment ça se passait au soir, si c'était une rédaction parallèle ou un prolongement. Eh bien, la réponse est non partout. C'est ni l'un ni l'autre. C'est ni la mise en ligne d'articles papier, c'est ni en parallèle, c'est ni un prolongement. Le processus est vraiment inversé. C'est d'abord le web et puis le papier. Alors ça veut dire que dans le papier, je retrouve les articles du web? Non. Je retrouve les mêmes informations. Un match de foot, c'est un match de foot. 1-0, ça reste 1-0. Mais le traitement appliqué pour de l'information continue se fera pour le web en amont. Et puis, il y aura un traitement spécifique pour le papier. Et pourquoi? Parce que je n'attends pas de pousser sur le bouton d'une rotative ou d'une imprimante pour informer mes lecteurs du vainqueur du match. On commence par partager l'information tout de suite. Dès qu'elle est validée, on la communique. Alors, si je la communique par mon Facebook, par Twitter, sur un blog, sur le site de mon journal, peu importe ce qu'il faut, c'est se rendre utile, indispensable, en étant le dépositaire de cette information, la communiquer, fidéliser des gens autour qui s'intéressent à cette information parce qu'elle est considérée comme crédible, valide. Et que après, pour votre support traditionnel, vous traitiez cette information avec les codes et les langages propres au papier, c'est-à-dire lu parfois 24 heures après l'événement, et avec tout ce qui rend le papier encore attractif et attirant, c'est une vision panoramique sur les contenus, une hiérarchisation très très forte, place à la photo aussi, l'image a beaucoup d'importance pour le papier, peut-être même plus que pour le web. Voilà. Donc ça c'est pour le cycle de l'information. On n'attend pas un bouclage et une échéance industrielle pour partager de l'information. Par rapport à l'organisation, c'est ni une organisation parallèle, une bulle Internet. Quand je suis arrivé au soir.be, c'était le cas. Ils étaient à un autre étage, et c'était ce qu'on appelait les oiseaux du web, perdus au fond d'un couloir. La première chose que j'ai faite, c'est éclater cette bulle et mettre tous ces petits gars pleins d'énergie au milieu de la rédaction pour exploser un peu le système. Et aujourd'hui, je crois que la rédaction ne pourrait plus s'en passer parce que ce sont devenus les meilleures alertes en cas d'infos chaudes. Tout de suite, ils vont trouver le journaliste classique pour dire « T'as vu, il se passe ça, t'en penses quoi ?» Et c'est eux aussi qui, par leur enthousiasme et aussi leur crédibilité et leur savoir-faire, ils sont des gens qui sont plus spécialisés web, ont toute la confiance des journalistes classiques et qui leur dit écoute, je t'envoie par mail, je t'envoie juste l'info, c'est toi qui la mets en ligne, parce que moi, tu sais, les nouvelles technologies, c'est pas mon truc. Pas de souci, très très bien, et l'info remonte comme ça. Donc c'est une rédaction intégrée, ce qu'on appelle une rédaction intégrée. Et normalement, quand on me pose la question de savoir combien il y a de journalistes qui travaillent pour le web au soir, de manière un peu iconoclaste, je dis 120. C'est faux. Ce serait trop beau, évidemment, si tous les journalistes classiques papier travaillaient tous pour le web, mais tout le monde a son apport quotidien. Et spécifiquement pour le web, il y a 8 personnes, en fait, 8 éditeurs. Et dans 2 ans, je pense qu'il n'y en aura toujours que 8.
c'est pas là que ça doit grandir. Ce qu'il faut, c'est ramener de l'info, comme disait Albert. Le plus important, c'est les gens qui sont sur le terrain, qui ramènent de l'info. Et puis après, c'est de l'édition de contenu, mais certainement pas un prolongement du papier. Le papier doit être un prolongement du web. Voilà. Alors, deuxième question. Est-ce que la réponse te convient? Merci. Antoine, non, il y avait, mais j'ai pas compris. Pourquoi la pub ne suffit pas? Mais tout simplement pour... alors, je ne suis pas non plus expert et directeur commercial du journal, mais je vois deux raisons essentielles. Un, c'est la valeur de la publicité. Deux, c'est les parts de marché. Alors, la valeur de la publicité, pour le journal papier, c'est très simple, ça se calculait au millimètre colonne, et c'était très cher pour avoir une publicité en une du journal ou sur la dernière de couverture, comme on dit. Le modèle qui s'impose sur le web aujourd'hui n'est pas un système millimètre colonne, c'est du CPM, comme on dit, coup par mille, enfin peu importe, je ne suis pas expert non plus, mais c'est un système qui n'est pas basé sur la surface, mais sur le nombre d'impressions, d'affichages. Et la valeur de ce paramètre-là est nettement inférieur à la valeur du papier. Donc les prix appliqués sur le web ne sont pas les prix appliqués sur les autres médias. Ça, c'est une première raison, que le chiffre d'affaires ne compense pas la perte du papier. Et la deuxième raison, c'est les parts de marché. Je crois que je l'ai peut-être un peu vite évoqué, mais c'est que justement ces grands annonceurs, les sociétés de télécommunications, les banques, que sais-je, là, ils ont la même réflexion qu'on partage ici, c'est-à-dire, eux, ils vont aussi là où les gens se trouvent. Et les gens, ils sont où sur le web? Sur Facebook, sur Google. Et donc, énormément d'investissements publicitaires sont redirigés vers ces grandes multinationales aux dépens des médias classiques. Au total, la publicité sur Internet fonctionne, c'est un vrai business, il ne faut vraiment pas la négliger, mais je pense, à mon sens, que baser tout un business, mais je ne connais pas le paysage ici africain, donc peut-être que oui, peut-être qu'Albert peut m'aider, mais en tout cas de mon point de vue, là où je vis, baser tout un modèle sur la publicité est dangereux. Ok. Est-ce que la réponse est satisfaisante? Oui. Antoine me posait la question, c'est une question qui a beaucoup de sens. Donc si j'ai bien compris, c'est moi, Philippe Laloux, je m'abonne à un service d'information payant, je vais prendre Mediapart, on va peut-être en parler tout à l'heure. Voilà. Qu'est-ce qui fait que je ne peux pas partager ce mot de passe 10 fois, 15 fois, voilà. Alors, 10 fois passe encore, mais pour vous donner, vous connaissez la banque, peut-être BNP Paribas. Avant, ils avaient 1000 journaux papier, un abonnement pour 1000 journaux papier. Et un jour, on a constaté qu'ils ont coupé cet abonnement et ils ont acheté un abonnement PDF. On a senti qu'on se faisait légèrement avoir. Alors, je n'ai pas la réponse technique, la technologie qui est utilisée, mais je sais que ce problème a été évoqué chez nous et qu'on l'a résolu. Je vous donne le principe technologique, c'est que nos serveurs arrivent à détecter le nombre d'appareils, de terminaux qui sont connectés simultanément grâce à un même mot de passe. Et on limite à 5. Et si j'avais été le vrai boss, j'aurais limité à 20. Parce que je crois qu'aujourd'hui, on est dans une... Il faut laisser les geeks, quelque part, s'emparer de ces contenus. Oui, le modèle est payant, on s'abonne, mais laissez des petites portes pour qu'on puisse tricher et donner l'impression à l'internaute qu'il a gagné, il a décroché la montre en or parce qu'il a pu rentrer par une porte dérobée et prendre connaissance de contenu payant gratuitement. C'est peut-être pas complètement sot d'un point de vue marketing. Je pense que dans une période où on doit faire de l'acquisition en masse d'abonnés et fidéliser, eh bien, faire de la prise en main. Prenez les contenus. Ils sont payants, mais voilà, on n'a rien vu. Allez-y quand même, mais c'est réservé aux geeks. Alors le but, c'est qu'on en parle. Bon, maintenant, il faut mettre des barrières quand même très strictes. Quand une entreprise de 1000 personnes, tout le monde lit le journal, ça ne va pas. Donc ça, c'est pour ça qu'on limite à 5 connexions simultanées. Voilà. Alors les mesures d'application, très honnêtement, comment faire en sorte que des gens puissent monter dans le train et ne pas les laisser sur le quai?
Je propose en fait que la réponse peut-être à cette question passe aussi par le plaisir que l'on peut avoir en faisant du web, et on en parle tout à l'heure. Je pense que c'est la... Moi, j'ai pas la réponse. Mais quand on est dans la... Quand on montre que ça fonctionne, quand on donne des solutions, quand on donne des messages d'espoir, je pense qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe. Moi, je le vois bien. Ce que j'ai vécu à la Libre en 2001, quand on a lancé le site internet, je vous assure qu'on était vraiment à la préhistoire du web. Et il y avait une opposition, mais forte, dans la rédaction et pour monter dans le train. Bon, aujourd'hui, le site de la Libre, voilà, ça fonctionne, la rédaction s'en est emparée. Les choses finissent toujours par arriver. J'ai vraiment pas de recette toute faite, je suis vraiment désolé. Mais aussi, je pense que pour répondre de manière pertinente, ça nécessiterait de vraiment bien connaître l'environnement ici immédiat. Et moi, j'ai l'humilité de dire que je ne le maîtrise pas, donc il y a peut-être des spécificités. Je sais en tout cas que les techniques, je dirais techniques, en tout cas la stratégie qu'on a adoptée, c'était de ne jamais imposer les choses. Ça, je pense que ça ne marche pas. Dire du jour au lendemain, et maintenant vous allez faire du web, et maintenant ça va être comme ça, en général ça ne marche pas, on ne s'approprie pas les technologies. Par contre, fonctionner par cercle concentrique et se mettre des ambassadeurs avec soi, 2-3 personnes, et puis amener petit à petit une personne à rentrer, en général, les gens, même les plus réticents, une fois qu'ils ont mis le doigt dans l'engrenage, deviennent vos meilleurs ambassadeurs. Voilà, c'est une réponse un peu de Normand. Alors, crise de l'offre et crise de la demande, oui, j'aime bien les slogans parfois. Ce que je veux faire comprendre, c'est que très très souvent, j'ai entendu mes patrons ou dans la rédaction disant « les gens ne s'intéressent plus à rien, les gens ne sont pas curieux, les gens ne veulent plus lire le journal, soi-disant ils n'ont pas le temps et ils ne s'intéressent à rien et ils ne font que du Facebook ». Et c'est cette posture-là de toujours rejeter la responsabilité sur le lectorat qui du jour au lendemain serait devenu stupide et ne s'intéresse à rien. C'est une posture qui je pense, n'est pas indiquée. Oui, en fait, c'est Eric Scherer, je le citais tout à l'heure, il lance souvent cette phrase, il dit une des raisons, une des causes majeures de la crise des médias aujourd'hui, c'est d'avoir pris les lecteurs pour des imbéciles. On prend parfois les lecteurs pour des imbéciles. Et donc, avoir une posture totalement différente en pariant sur l'intelligence du lectorat, ça nous amène à revoir notre offre et pas nécessairement s'interroger sur la façon de modifier la demande. La demande, elle précède aujourd'hui. Les gens ont changé leur consommation d'infos. Et ils en demandent. Et de l'information de qualité. Et je parle pour la Belgique et l'Europe de manière générale, il y a aujourd'hui un moment pour faire passer de l'information en payant. Il y a un vrai besoin. Et voilà. Comment vous avez négocié avec les journalistes le fait de publier certains articles qui sont dans les soirs, qu'ils signent dans les soirs, de les publier sur leur blog. Mais également, je voudrais savoir comment se négocie l'intersection entre les gratuits et les payants. Parce que le journal vit du payant et les gratuits, c'est les gratuits. Je voudrais savoir ce que représente cette intersection pour vous. Mais également, je voudrais placer un mot à propos de l'expérience du Congo en matière de nouvelles technologies. Je voudrais dire ici que nous ne sommes pas... Je ne pense pas que nous soyons parmi les derniers en matière de nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Je pense que c'est beaucoup plus une question
du souci de voir peut-être le Congo prendre une vitesse, ce n'est pas une vitesse de croisière, de combien, mais je me rappelle qu'hier, lorsque Jacques Sonsin présentait son exposé, il nous a parlé de l'expérience de la France lorsqu'il nous parlait des radiopilotes, des radios pirates. Et je me dis, c'était après la guerre, c'était à une époque où ça n'allait pas bien en France. Et nous, au Congo, nous sommes encore à cette étape-là. Nous sommes tributaires de beaucoup de situations qui ne nous permettent pas de voler au même rythme que tous les autres, peut-être les voisins, peut-être vous qui venez nous présenter des exposés ici. Mais je ne pense pas que ce soit une occasion pour nous de nous autoflageller. D'ailleurs, moi je trouve que nous évoluons vite, et plus vite même parce que nous vivons encore, nous sommes encore en guerre. Et voilà, toutes ces situations-là ne nous permettent pas d'être meilleurs dans chaque domaine. En revanche, passer du temps avec lui, vraiment du temps, l'accompagner, montrer que c'est simple, montrer que c'est d'une simplicité rare, et montrer tout le bonheur et tout l'intérêt qu'il va pouvoir retirer d'avoir un blog, ça c'est payant. Et donc on a des exemples. Le dernier exemple en date, c'est l'ancien chef du service sportif du soir, qui est vraiment un vieux journaliste, et je vous assure que c'était quelqu'un de pas facile à gérer, et qui va partir au JO à Londres pour couvrir les Jeux Olympiques, donc, et qui a ouvert un blog JO il y a 3 mois. C'est incroyable. Je n'en pensais pas une seule seconde que ce moment pouvait arriver, que Philippe Van de Weyer ouvre un blog et tweet. Il le fait depuis 3 mois, il est accro. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qui nous... Tous les journalistes du monde, il y a un dénominateur commun, c'est l'ego. L'ego. Son ego. Quand un journaliste écrit sur son blog, il ne doit pas passer par un chef de service, par son rédacteur en chef, pour demander s'il a l'autorisation de faire un papier, est-ce qu'il y a la place. Non, il le fait quand il a envie. Il a un rapport direct avec ses lecteurs. Comme dit Loïc Lemeur, qui est un des premiers blogueurs en France, les journalistes lancent des messages, les blogueurs, ils lancent des conversations. Mais je ne vais pas anticiper sur ce que va dire Cédric. Mais ce ton nouveau qu'il peut avoir est profondément jouissif. C'est très excitant. Il y a cette liberté par rapport donc, au ton, par rapport au rythme de publication, le fait que s'il a des informations pertinentes, il va très très vite avoir des fidèles, vraiment une communauté, et la pire des choses qui puissent lui arriver, c'est qu'il ait plus d'informations. Parce qu'il va vraiment toucher des gens qui sont experts dans leur domaine, parfois plus experts que lui, et qui vont lui, en toute confiance, lui donner de l'information. Et petit à petit, vraiment la technique des cercles concentriques, un blog, puis 2 blogs, puis 3 blogs, et puis aujourd'hui, il y a 40 blogs de journalistes dans la rédaction. Voilà. Et la deuxième question, gratuit, payant. Je ne vais pas passer, moi j'avais fait un petit tableau pour mon patron, parce qu'il me posait la même question, il ne comprenait pas tout à fait. En gros, le gratuit, c'est un flux, on est dans une logique de flux ininterrompu et non hiérarchisé quelque part, ou peu hiérarchisé, d'informations. Vous pouvez avoir une information économique, politique, sport, économique, culture, etc. Donc on est dans un chemin de fer, on n'est pas dans un chemin de fer de type papier, avec des rubriques bien définies. C'est de l'information plus périssable, on est plus dans du factuel. On est dans un flux antéchronologique, donc c'est un peu la dernière info arrivée qui a raison, même si on pondère par, je dirais, une décision éditoriale. Voilà, et on est dans cette fameuse démarche active, on s'adresse à des gens qui lisent ce qu'ils cherchent. Voilà. Le payant, faites pas attention au journal papier, au journal numérique, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais pour moi, ce qui fait vraiment la différence, c'est que, en tout cas, ce sont des contenus exclusifs. Alors, exclusivité dans le sens, je l'ai défini tout à l'heure, pas nécessairement des scoops, mais c'est un
traitement exclusif, c'est-à-dire qu'on a choisi un angle particulier, de faire une interview, de faire un reportage, un portrait, de traiter cette actualité différemment pour avoir un peu plus de recul et lui donner, de faire en sorte qu'elle soit moins périssable. On est dans un mode de lecture plus passif, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le lecteur se dit, bon, je n'ai que 20 minutes devant moi, dites-moi ce qui est intéressant, ce que je dois savoir, et ne m'embarrassez pas avec un flux d'informations comme ça. Donnez-moi tout de suite les bons articles, avec les bons liens et des bons enrichissements. Pas 50 liens vers d'autres sites, non, les 3 liens hypertextes sur lesquels je dois cliquer pour avoir de l'information. Donc on est si là on est dans l'hypertexte, qui est la base du web, là, excusez-moi, c'est un peu un mot inventé, on est dans l'hyper-choix, l'hyper-sélectivité. C'est très fortement édité, c'est soigné, etc. Voilà. En tout cas, ici, vous avez une information utile, indispensable, incontournable et accessible partout, irréprochable. Et là, vous avez certainement de l'information utile, mais dans une logique de construction totalement différente. Merci. Ce n'est pas une question, mais c'est juste savoir si on aura droit à ces présentations après. C'est très important pour moi. Merci. Aucun souci, je peux le mettre. Enfin, je m'arrangerai. Merci. Une petite question technique, encore une fois. Notre site génère entre 4000 et 4500 visiteurs par jour. Alors, j'ai reçu des propositions que l'on pourrait générer des revenus via Google notamment, avec AdLinks. Mais le problème, après on peut se retrouver de la publicité de Google avec de la vente du Viagra, des choses... Est-ce qu'on peut garder la maîtrise de son site une fois que l'on a passé l'accord avec Google de pouvoir mettre de la publicité sur notre site? Alors, encore une fois, je ne suis pas un expert des tags et de la pub, mais je peux vous garantir que non, avec Google, vous n'aurez pas la maîtrise. Pour moi, pour un site de taille moyenne comme ça, Google doit être considéré comme un complément, mais faites attention, il n'y aura pas, encore une fois, il y aura autant pour les contenus, il faut absolument garantir une adéquation entre ce que vous offrez et la demande. C'est quelque part pareil, d'un point de vue en pub. Des publicités qui visent la masse pour des crédits à la consommation, pour des produits, enfin, oui, du Viagra, des choses comme ça. Je ne pense pas que ce soit de la publicité personnalisée. Espérons d'ailleurs. Et le véritable enjeu, c'est de faire coller votre communauté avec des besoins spécifiques d'annonceurs. Et donc, en couche complémentaire, mettre dans un coin du site un peu de Google qui va générer un peu de revenus, ok. Je pense quand même que si vous avez un vrai projet éditorial et une vraie communauté fidèle, utilisez Google Analytics plutôt que Google Ads pour connaître votre audience et ses comportements. Vous avez tout en main pour convaincre un annonceur de sponsoriser votre site. Et alors, c'est facile, hein. Mettre en place des serveurs de publicité, c'est très coûteux. Il y a des tech, enfin, c'est des boîtes internationales, ça coûte chaque fois une pêche atomique pour installer ce genre de choses, parce que derrière, il y a tout un système de comptage, de tags qui permettent de suivre. Mais si vous avez une micro-notion de code HTML, prenez une publicité, vous la mettez ce qu'on appelle en dur sur votre site, ça prend 30 secondes et ça ne vous coûte rien, et vous vendez la visibilité plutôt que le nombre d'impressions, le nombre d'affichages. J'espère que je ne suis pas trop technique, mais moi je ne crois pas trop à la publicité Google. Je crois à la publicité Google. Mon épouse, par exemple, tient un blog qui est assez bien tenu, un blog perso, pas du tout à but professionnel, vraiment quelque chose pour partager une passion qu'elle a. Et elle a mis dans un coin un petit Google Ads comme ça. Et je pense que le mois dernier, on a reçu une enveloppe papier de Google et on a gagné 2,50 €. Et voilà. On va se reposer pendant quelques minutes et puis on revient à Philippe. Merci Philippe pour la présentation. Les questions, c'est la rançon de la gloire.
Repos pour tout le monde. J'espère que tout le monde est là. Et je voudrais inviter Philippe à continuer la danse. Sa première présentation était très intéressante. Vous aviez des questions à lui poser. Je suis certain qu'il y en a encore qui les ont mieux élaborées, qui voudraient les poser. Mais je vous propose de les poser après la deuxième présentation qui est assez parallèle, assez cousine à celle qu'il va nous faire tout à l'heure. Alors on va les poser ensemble pendant le deuxième débat. C'est cela que je vous propose. Et j'invite Philippe. Donc là, on m'a demandé de partager avec vous quelques éléments de réflexion autour de l'acquisition de compétences pour les journalistes, tous les enjeux liés à la formation et qui sont certainement au cœur des défis qui nous attendent. Alors à ce titre, c'est un peu mon autre casquette. J'ai l'occasion de donner quelques heures de cours à l'ULB, donc à l'Université libre de Bruxelles. C'est un tout petit cours, trop petit selon moi. La place que l'on accorde aux médias en ligne dans les institutions classiques, c'est finalement la même que l'on accorde dans les médias traditionnels. On sent que, là je parlais des petites équipes web, les fameux zozos qu'on mettait à un autre étage. Dans les universités, les écoles, le web est encore aujourd'hui considéré comme une activité complémentaire, une option, voilà, alors que ça devrait tout doucement être au cœur des formations. Alors, je suis tout aussi imposteur que dans la première intervention, parce que vous avez bien compris que ce que je fais au soir, ça fait certainement 3 ans ou 4 ans que je n'ai plus écrit un seul article, fait une seule interview ou fait un seul reportage, malheureusement. Aujourd'hui, je me retrouve aussi prof à l'ULB et je vous assure que j'étais un très mauvais étudiant. C'est vraiment le hasard de la vie. Et ça pose, je dis pas ça juste par fausse modestie, mais je pense que ça pose aussi une question fondamentale, c'est le crédit accordé aux formateurs. Pour former aux nouvelles technologies, on ne va pas se tourner vers un prof qui enseigne le journalisme depuis 30 ou 40 ans parce qu'il y a une certaine agilité numérique, une habilité, une certaine compétence technique, mais je n'aime pas beaucoup le mot, je ne veux pas effrayer, justement, ce n'est pas un projet technique, c'est un projet éditorial, mais en tout cas une certaine prédisposition d'esprit par rapport à ces nouvelles technologies, et souvent on les trouve chez les jeunes journalistes. Et donc on se voit dans les universités ou dans les rédactions des gamins, des gamines presque, qui viennent former des journalistes qui ont 20, 30, 40 ans de métier. C'est un paradoxe. Allons-y. Très rapidement, puisqu'on a déjà abordé ça dans la première partie, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la tête d'un journaliste? Qu'est-ce qu'il vit au quotidien comme stress, comme pression? Eh bien, si on résume, il y a 3 crises, une triple crise. Une crise que j'appelle existentielle. Quand je disais tout à l'heure que... est-ce que vous m'entendez bien? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un écho. Tout va bien? Ça va. Que l'information était désintermédiée, c'est-à-dire qu'on pouvait se passer, en tout cas le sentiment que l'on peut se passer des journalistes pour transmettre des messages et des informations, qu'il y avait une négociation sociale du savoir et donc que le journaliste devait rentrer vraiment en interactivité avec ses lecteurs pour construire son information, ouvrir des conversations et se servir de ses contenus. Bref, dans la tête de beaucoup de journalistes traditionnels, ils se sentent menacés. Ça, c'est une première chose. Alors, il y a une pression économique. J'ai entendu tout à l'heure la nuance apportée par Albert, mais en tout cas, pour les médias traditionnels en Occident, il y a des pressions de la publicité. Les revenus publicitaires pour les médias classiques diminuent et on vend moins de contenu qu'avant. Donc, il est dans un environnement économique menaçant.
beaucoup de restructuration de rédaction en Europe et singulièrement en Belgique, des journalistes qui perdent leur emploi. Troisième crise, et celle-là elle est beaucoup plus fondamentale, parce que là on touche son fonctionnement même, c'est une crise industrielle. C'est la nécessité pour les journalistes de s'approprier des nouveaux outils et des nouveaux rythmes de publication. Pour faire extrêmement bref, depuis la nuit des temps, en tout cas les journaux papier, mais finalement la télé, un peu moins la radio, fonctionnent sur le même rythme. On fonctionne selon des bouclages industriels imposés. Donc on est dans un processus très tayloriste, très linéaire, très séquentiel de fabrication de produits. Un journaliste papier, il arrive le matin, il y a la réunion de rédaction, et puis il va faire ses reportages, etc. Et le stress monte petit à petit jusqu'à l'heure du bouclage, où là on pousse sur le bouton de la rotative, et le stress quasiment redescend à zéro. Vous transposez ça en télévision, c'est la même chose. Il fait ses reportages, il y a le journal télévisé, et il fabrique donc des produits finis. Et ce qu'on leur demande aujourd'hui, c'est un fonctionnement qui est à 180 degrés de ça, c'est de fonctionner en continu et de rentrer dans un processus. Donc je rappelle, pourquoi rentrer dans un processus? Pour donner de la valeur à son information, il doit délivrer de l'information sur plusieurs supports au bon moment. Et ça nécessite des compétences. Donc tout ça génère beaucoup de stress. Très honnêtement, dans les rédactions, il y a beaucoup d'agitation et parfois on sent que ça court comme des poules sans tête, avec un management, une direction qui se pose énormément de questions et qui doit subir ses contraintes et prendre la responsabilité de faire évoluer les compétences et le métier, et de la part des journalistes qui se demandent un petit peu « mais comment je dois fonctionner? Dites-moi ce que je dois faire, qu'est-ce que vous attendez de moi ?» Et ce qu'on attend des journalistes, c'est de travailler, pour le dire de manière très raccourcie, de travailler autrement. Un des grands dangers de l'apport ou de l'introduction du web et du numérique dans les rédactions, c'est que la plupart du temps, on a demandé, et c'est ce que j'ai entendu, j'ai eu la confirmation tout à l'heure, aux journalistes quasiment de travailler 2 fois, c'est-à-dire une première fois pour son média traditionnel, et puis de publier ses contenus, quitte à les réécrire, pour un média en ligne, pour une plateforme numérique. En clair, on demande aux journalistes de travailler 2 fois. Voire demain 3 fois, puisqu'il n'y a pas que le web, on pourrait le demander pour le mobile, etc. etc., etc. On est tous des êtres humains. Travailler 2 fois ou 3 fois, moi je veux bien le faire pendant quelques jours pour supporter l'activité, mais à un moment donné, je vais aussi demander que je sois payé 2 fois. C'est humain, c'est donc tout simplement économiquement pas tenable, et c'est humainement pas tenable. On a tous une vie de famille, une vie sociale. Donc, même si on est journaliste mentalement 24 heures sur 24, à un moment donné, on doit pouvoir aussi faire on-off et rentrer chez soi. Donc, il n'y a pas d'autre solution que de travailler autrement, et autrement, c'est intégrer, connaître, maîtriser les nouvelles techniques, techniques. Je vais justement désacraliser la technologie, mais en tout cas de comprendre le fonctionnement de l'info et de rentrer dans ce processus. Et moi, je constate aujourd'hui que des journalistes qui ont mis le doigt dans l'engrenage et qui n'ont pas de souci à donner une alerte pour le site d'information, vite compléter l'information et puis rentrer tout doucement dans son cycle de production papier, ça se fait de manière très sereine. Ils ne travaillent pas 2 ou 5 heures par jour en plus, et au contraire, ça l'aide à écrire son article papier, parce qu'il considère que tout ce qu'il a déjà dit sur Internet, c'est connu, on le sait, je peux passer à autre chose, et ça simplifie la construction de son article, parce qu'il a un angle bien précis, et il peut se débarrasser de toute une série de considérations factuelles qui ont déjà été traitées. Ce qui est certain, c'est que pour maîtriser ça, pour être maître de son environnement,
il faut acquérir un certain nombre de compétences et aussi attiser, on a tous, je crois que ça nous habite tous dans nos tripes, une curiosité journalistique par rapport au sujet, par rapport à l'actualité. On doit développer aussi une curiosité par rapport aux outils qui nous permettent de traiter cette actualité. Et donc accepter à un moment donné de laisser son stylo de côté et de s'emparer de ces nouveaux outils. J'ai déjà vu ici, ça m'a marqué hier, un journaliste qui prenait des photos, vous l'avez tous remarqué, avec sa tablette et qui partageait déjà ses photos sur Facebook, etc. J'ai trouvé ça remarquable. Alors on parle souvent, donc là on rentre vraiment dans cette question des compétences et le fossé qu'il y a à franchir pour acquérir ces compétences. Et donc, quand on connaît tous le problème de la fracture numérique, on l'a encore évoqué tout à l'heure, mais la fracture numérique, elle est bien réelle en termes de niveau d'équipement. J'ai bien entendu le message et je comprends bien. En revanche, il y a aussi une fracture numérique mentale. Et celle-là, elle est peut-être encore plus tétanisante que la fracture technologique. La fracture mentale, c'est adopter une posture par rapport à tous ces outils et aux nouvelles techniques. C'est un petit déclic qui doit se faire, mais pour ça, il faut comprendre, il faut qu'on explique. C'est aussi une question de connaissance. Et là, cette fracture numérique, elle est universelle. Ce n'est pas propre à cette région. Je vous assure que même au New York Times ou Washington Post, cette fracture numérique mentale, elle est réelle. Il y a un manque de compétences, il y a un défi planétaire, j'ai envie de dire, pour rentrer dans cette nouvelle société de la connaissance et les outils qui permettent de traiter l'information. Donc cette inculture numérique, je suis un petit peu, j'y fais un peu à la, comment dire, de manière vigoureuse, mais pour résumer en 3 points, il y a 3 types de personnes dans les rédactions. Il y a des gens qui maîtrisent les enjeux, qui comprennent l'évolution, les objectifs et comment va évoluer le paysage médiatique et qui sentent plus ou moins comment se positionner. Mais très souvent, ces gens n'ont aucune pratique. Et donc, ils ne connaissent pas ce qu'ils vont demander à leurs journalistes. Alors, il ne faut pas que le directeur soit toujours omniscient et maîtrise toutes les techniques, mais ça peut conduire à des mauvaises décisions en termes d'organisation, puisqu'il ne se rend pas compte que ce qu'il demande à son journaliste va demander du temps et des compétences. Alors, il y a l'inverse, il y a beaucoup de journalistes qui bidouillent, j'aime bien ce mot-là, on parle de journalistes hackers, qui sont très curieux, qui vont tester des nouveaux outils, et c'est plus rare que le premier cas, mais il arrive que ces journalistes ne perçoivent pas du tout les enjeux ou le contexte économique et ne se rendent pas compte que les moyens sont limités, que tout ça a un coût, etc. Et donc ça peut, là aussi, c'est plus des compétences en termes de perception des enjeux et du marché. Et alors il y a quand même une catégorie de journalistes qui ne maîtrisent ni les enjeux, ni les outils, et là il y a quand même un souci pour faire évoluer la profession. Donc tout ça empêche les mutations. Or, il y a un besoin urgent d'évoluer, mais ça a un impact sur les organisations, ça a un impact sur des décisions. Le nombre de fois où j'ai entendu, je veux accuser personne, mais des responsables de rédaction et mes propres responsables qui me demandaient des choses qui n'avaient ni queue ni tête. Ils ne faisaient pas du web. Ils pensaient faire du web, mais en réalité, ils faisaient web. Ils avaient une image du web très YouTube, très, je veux dire, le web peu professionnel, en fait. Et donc, ils demandaient, par exemple, de produire de la vidéo pour une rédaction écrite, sans se rendre compte que pour faire de la vidéo, ça nécessite de connaître la technique, les langages. On ne fait pas de la vidéo web comme on fait de la télé, etc., etc. Donc ça induit des erreurs stratégiques qui sont parfois lourdes de conséquences. Alors la question, pour faire tout ça, est-ce qu'aujourd'hui les journalistes sont prêts ? Après le tableau que je viens de dresser,
on pourrait tout arrêter et se dire bon, ben, c'est foutu, on n'y arrivera jamais. Eh bien non, moi je suis un éternel optimiste. Et ce que j'ai pu constater depuis une dizaine d'années avec des journalistes qui ne savaient même pas utiliser un GSM ou envoyer un mail, c'est qu'aujourd'hui, ils y arrivent et ils font des choses formidables parce que, comme le disait Albert, ils savent ce que c'est de l'information. Et surtout, il ne faut pas croire que les gens ne sont pas prêts psychologiquement à franchir ce pas. Il y a, je peux vraiment vous l'assurer, une véritable attente, même chez les plus réfractaires qui disent « tout ça, c'est n'importe quoi, on n'y arrivera jamais ». Il y a au fond d'eux-mêmes une fenêtre d'opportunité pour les amener à travailler pour le web, parce que, tout simplement, on en parlait tout à l'heure, pour eux, c'est un nouvel espace d'expression. Rien que ça, ça les motive. Alors, pour franchir ce pas, il faut déjà soi-même, je disais tout à l'heure que pour faire de la valeur sur le web, il fallait être convaincu déjà que le web pouvait générer de la valeur. Ici, c'est pareil par rapport aux journalistes. En termes d'organisation de compétences, il faut leur parler correctement. Et donc, il faut ne pas comment dire, je ne trouve pas le mot, mais je dirais en permanence les harceler, voilà ça que je cherchais, les harceler avec des demandes qui n'ont ni queue ni tête. Je parlais de mon boss qui chronométrait la mise en ligne de mes papiers. Voilà, il faut leur dire autre chose que le web, c'est tout de suite maintenant, vas-y vite, tu feras bien quelque chose. Non, il faut leur parler faut présenter le web comme autre chose que simplement une plateforme de vitesse. Il faut expliquer l'intérêt des réseaux sociaux. On va leur dire que grâce aux réseaux sociaux, ils auront plus d'informations, que c'est un outil qui leur permet d'avoir de l'information. Il faut je parle du journalisme de données ici, il y a toute une série d'outils qui sont gratuits sur le web, gratuits, et qui en un quart d'heure, 20 minutes de manipulation vous permettent de présenter un article autrement qu'avec des mots, un début, un développement, une fin, pour faire des graphiques, pour faire des cartes, pour augmenter une photo, comme on dit, on appelle ça du journalisme augmenté. Quand on leur explique ça et qu'ils peuvent le faire en un quart d'heure, ils n'en reviennent pas, et je vous assure qu'ils le referont. Il faut aussi, mais ça, ceux qui font de la radio le maîtrisent ça mieux que n'importe qui, mais en tout cas pour les journaux et la presse écrite, c'est quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, c'est la notion de direct. Donc on fait énormément de direct commenté, de chat, et quand un journaliste a l'occasion de goûter à ça, c'est terriblement excitant, et surtout il se rend compte que les gens restent pour l'écouter parce qu'on lui accorde, les gens leur accordent du crédit. Ils ont du crédit pour le contenu, on les écoute. Voilà. Alors pourtant, les journalistes râlent souvent, ils traînent des pieds, mais non, je n'y arriverai pas, on n'a pas les moyens, et puis vous ne savez pas ce que vous faites, etc. Donc quels sont les freins justement ? Voilà, et ça c'est des choses qu'il faut pouvoir entendre. Il y a aujourd'hui quand même dans la plupart des rédactions, mais c'est normal parce que c'est très difficile de maîtriser tout ça, mais il y a un manque de stratégie globale. En fait, comme on ne maîtrise pas l'environnement, les messages que l'on envoie aux journalistes, eux ils le perçoivent comme ils me demandent de faire ça, mais en réalité, on ne sait même pas où on va, il n'y a pas de vision. Mais si, il y en a peut-être une, mais on ne l'a pas expliquée. Donc il faut mettre les journalistes, sa rédaction, avec soi et partager aussi ses craintes et ses angoisses. En disant, on va essayer ça, on n'y arrivera peut-être pas, mais voilà pourquoi on le fait. Donner du sens. Les organisations, c'est des organisations qui datent du 19e siècle. Donc elles n'ont pas évolué, c'est des structures très pyramidales, très hiérarchiques dans une rédaction et qui ne collent pas à la façon dont on doit produire de l'information aujourd'hui, où on est dans des structures beaucoup plus transversales, horizontales, où on met les compétences ensemble. En réalité, les organisations, elles ont évolué comment ? On garde son média traditionnel et au chausse-pied, on essaye de mettre un petit peu de web. Et donc on fait mal du web et le modèle ne tient pas la route.
Il y a aussi, je passe vite là-dessus parce que c'est de moins en moins vrai, mais une sorte de caste, le mot est un peu fort, dans les rédactions entre les journalistes et le journalisme dit noble et le journaliste moins noble, c'est les journalistes web. Et donc il y a voilà, ce rapport qui n'est pas simple, ou comme je le dis ici, je l'ai entendu plein de fois, ces petits jeunes qui font du web, ils sont bien sympas, mais bon, ils font quand même pas du journalisme. Mais si, ils font du journalisme. Alors, à l'inverse, ces équipes web développent très souvent un sentiment d'infériorité, ont peur parfois de s'imposer. Or, à terme, c'est elles qui doivent prendre le pouvoir. Enfin, quand je dis le pouvoir, en tout cas, c'est elles qui doivent conduire le train. Quelque chose qui marche très très fort, d'ailleurs, quand j'entends ici des témoignages, en général, les gens disent « Mon site fait déjà 3000 visiteurs, il fait 5000 visiteurs, ça marche, ça croissant. » Eh bien, expliquez ça à vos journalistes. Au quotidien, partagez les facteurs de succès liés aux audiences. Et alors, dernier point, on oublie de simplement partager la passion et de garantir le fait que faire du web, travailler pour le web, c'est générateur d'énormément de plaisir et de satisfaction. Et ça reste quand même le moteur principal pour aller au boulot le matin, c'est de se dire « je prends mon pied ». Ce message-là, il passe peu souvent, on est très souvent un peu sérieux, et il faut pouvoir être out of the box, comme on dit dans les services marketing, très créatif, s'emparer des outils, et y aller, essayer, bidouiller, on rate, mais parfois on réussit, et ça génère énormément d'excitation. Alors il ne faut pas se leurrer, apprendre toutes ces techniques, maîtriser ces langages, c'est quelque chose de lent, un peu ingrat. Moi je le compare à l'apprentissage de la musique. Il faut répéter, 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 se concentrer, et puis essayer, et puis un jour ça fonctionne. En même temps, la musique, on peut très très vite y aller. Je veux dire, moi j'ai un petit garçon de 6 ans, je laisse traîner des instruments, et très très vite il s'en empare, il essaye, il y a quelque chose qui sort. Donc la courbe d'apprentissage au début est très très rapide et est générateur de satisfaction. Voilà. Ce qui est certain, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, c'est un autre métier, une autre façon de travailler. Alors, ça veut dire quoi des journalistes compétents? Alors, j'ai aussi mis entre parenthèses des éditeurs, parce que je pense que c'est une responsabilité collective, c'est l'ensemble de la profession, du journaliste au patron de presse, qui doivent évidemment évoluer dans un même sens. Alors, je vous ai mis ici une diapositive absolument imbuvable, elle est illisible, je l'ai fait un peu exprès, mais simplement un jour, mon boss m'avait demandé, enfin non, ça ne s'est pas passé comme ça, il voulait quelque part m'imposer des journalistes pour l'équipe web. Et j'essayais de lui faire comprendre que ces journalistes n'étaient peut-être pas adaptés pour travailler pour le web. Et donc mais je ne l'avais pas présenté comme ça, j'avais rassemblé pour moi une dizaine de champs de compétences qu'un journaliste devait maîtriser, ou à tout le moins être conscient, pour pouvoir bosser pour le web. Alors la liste est comme ça impressionnante, et je pense qu'il n'y a pas un candidat au monde qui est capable de remplir je vous rassure tout de suite, ces exigences. Voilà, mais grosso modo, on retrouve des compétences journalistiques classiques, la curiosité, la réactivité, l'inventivité, le goût pour travailler avec le public, la collaboration. Voilà. Il y a des bases de production et de support de diffusion, comme j'ai appelé. Bref, c'est la capacité de gérer une production multimédia, pour faire large, une petite vidéo, savoir transmettre un son, envoyer une photo via un smartphone, des choses, ouvrir un compte Twitter, enfin, s'emparer de ces outils. Ensuite, il y a les bases du web, ce que j'appelle le web 1.0, donc c'est simplement travailler avec le web et pas nécessairement pour le web, bref, faire une recherche correcte sur Google, valider une information que l'on trouve sur Google. Donc comment faire de la recherche d'information.
Et alors, il y a les bases Web 2.0, là c'est déjà plus compliqué. En clair, c'est maîtriser, en tout cas maîtriser, avoir conscience de tous les outils et les techniques pour animer une communauté, comment être présent sur Twitter de manière pertinente, comment utiliser Facebook de manière pertinente, etc. Il y a des techniques narratives. Je vous parlais tout à l'heure d'un billet de blog où on explosait la structure narrative classique, où on mélangeait de la photo, de la vidéo. Donc c'est raconter des histoires autrement. Les bases techniques, moi j'insiste pas trop là-dessus, mais c'est vrai qu'un tout petit peu de notion HTML, etc., ça peut aider. Ça, par contre, c'est beaucoup plus important, c'est de travailler avec le public. Donc c'est la seule façon de faire, je rappelle, hein, j'insisterai là-dessus, de générer de la valeur, c'est de recoller aux usages, de recréer le contact avec le public. Et donc, ça ne s'improvise pas. C'est un métier. Journaliste de communauté, eh bien, ça nécessite quelques petites heures d'explication pour comprendre les grands mécanismes. Je vous passe le point 8 parce que ça, c'est la série d'outils qui sont utilisés par les éditeurs web pour pouvoir mettre une information en ligne. Donc c'est une usine à gaz. Et alors, accessoirement, il y a toute une série de qualités personnelles qui sont inhérentes au web. En général, il faut des gens calmes, une bonne maîtrise du stress. Quand il se passe quelque chose de très important, ils gardent leurs moyens, ils ne sont pas dans la précipitation, ils gardent leurs 5 sens, valider l'information, pas de précipitation. Alors, on demande aussi une grande disponibilité personnelle, parce que le web, c'est souvent 7 jours sur 7. Alors, il ne faut pas travailler 7 jours sur 7, mais ils doivent être disponibles le samedi et le dimanche, en soirée, très tôt le matin, etc., etc., etc. Bon, ça, c'est un peu plombant quand on fait une liste comme ça. Mais pour résumer, ce qu'on demande à un journaliste aujourd'hui, c'est d'avoir une certaine agilité numérique. Donc, de développer une envie, l'intérêt d'aller vers ces outils plutôt que de freiner. Et ce qui est, je vais faire une redondance, ce qui est fondamental, c'est qu'avant même de développer cette agilité numérique, il y a une couche de base qui n'a pas changé, ce sont les fondamentaux. Donc c'est toute la difficulté des formations aujourd'hui, c'est d'assurer les fondamentaux du journalisme tout en faisant évoluer la profession grâce à l'acquisition de ces nouvelles compétences. Donc les fondamentaux, c'est quoi ? Bien, c'est l'esprit critique, ça s'apprend, où on l'a en soi, c'est avoir un esprit de synthèse, d'autant plus vrai aujourd'hui que, vu le chaos et la masse d'informations qu'il y a sur le web, on doit avoir cette capacité de synthétiser, de hiérarchiser de l'information. Aussi, c'est le rôle du journaliste, c'est d'expliquer à ses lecteurs de manière simple des phénomènes extrêmement complexes. Il faut aussi maîtriser la langue et aussi les langages, la vidéo, etc. Enfin, là, je rentre déjà dans l'agilité numérique. Je veux dire maîtriser la langue, fatalement une excellente culture générale. Au-delà de ça, ce n'est pas spécialement la culture générale, parce que finalement, l'accès à la culture générale, on peut le trouver en ligne, mais c'est la curiosité. Curiosité par rapport au sujet. Il y a tout ce qui est éthique, respecter une éthique journalistique, et tout ce qui est déontologie. Je sais que ce sont des sujets qui sont chauds ici. Moi, je n'ai pas de leçon à donner par rapport à ça. Moi, ce que je pense, c'est que si on ne respecte pas, je pense que je le fais dans la dia suivante, oui, si on ne respecte pas tous ces fondamentaux, y compris l'éthique et la déontologie, on va détruire de la valeur. Donc, avoir une politique de développement pour investir et explorer de nouveaux médias, de nouveaux supports, sans respecter ces fondamentaux, vous détruisez votre propre valeur. Donc c'est un message qui s'adresse à la fois pour le journaliste, qui au quotidien doit impérativement en permanence s'interroger sur la valeur ajoutée qu'il peut apporter à une information. C'est un message aussi pour les responsables de rédaction, les directeurs de rédaction,
qui doivent aussi avoir cette posture par rapport à ces fondamentaux, sinon ils se tirent une balle dans le pied. Il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de développement possible. Pourquoi ? Parce que le bien le plus cher, pas dans le sens économique du terme, mais le plus précieux sur Internet, c'est la seule condition à laquelle vous pourrez vendre du contenu et gagner de l'argent, c'est la crédibilité. C'est extrêmement difficile de gagner sa crédibilité sur le web et c'est particulièrement complexe de la faire subsister, de la renforcer, de la maintenir. Être crédible, ça signifie donc donner une information fiable. Et donc, une fois que l'on a ces fondamentaux, excusez-moi, ensuite vient les soucis ou la question de l'agilité numérique. Et là, bien oui, ça passe par de la formation. Je pense que même s'il y a parfois une agilité naturelle chez certains à explorer ces nouveaux médias, je pense quand même que malgré tout, une formation, ça reste important. Donc tout l'enjeu de la formation, c'est de coincer dans un même programme de cours l'enseignement des fondamentaux et les nouveaux outils. Mais c'est la seule façon d'investir dans la formation. C'est un gage de productivité. Quand vous avez des journalistes qui ne maîtrisent pas l'outil de production, mais il va mettre 3 fois plus de temps ou 4 fois plus de temps pour réaliser quelque chose. Donc, si je mets une casquette responsable de rédaction, investissez dans la formation parce que vous allez augmenter votre productivité. Et inversement, pour les responsables de rédaction, faire de l'acquisition de compétences permet aussi de prendre des meilleures décisions, de ne pas demander, par exemple, à un journaliste de travailler 2 fois, mais de lui apprendre à travailler autrement. Donc, un gain pour tout le monde. Alors, rapidement, la formation, il y a 3 grands défis, donc des difficultés à surmonter. Le premier défi, c'est quand je parlais tout à l'heure des contenus et de modèles économiques, j'ai vraiment insisté sur coller aux usages, coller à la demande, mais le défi, il est exactement le même pour la formation. Aujourd'hui, la plupart des formations sont à 1000 lieues de ce que... je suis un peu sévère, 1000 lieues, mais ne sont pas totalement en phase, c'est plus vrai et plus nuancé, pas totalement en phase avec la demande des employeurs, la demande. Alors, c'était simple avant, puisque ce qu'on apprenait à l'école, c'est ce qu'on allait faire pendant sa carrière professionnelle. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ce qu'on apprend aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement ce qu'on va faire demain. Donc il y a c'est ce défi d'arriver à coller à la façon dont on traite l'information et aux nouveaux outils. Alors, je constate aussi que beaucoup c'est vrai dans les rédactions, mais déjà sur les bancs de l'école ou des universités, on adopte les profs traditionnels adoptent une vision très verticale, très cloisonnée des métiers. Vous êtes journaliste et donc ça n'a rien à voir avec du marketing éditorial, ça n'a rien à voir avec de la programmation, etc. Or, les choses deviennent tellement complexe qu'on ne peut pas demander à un journaliste de tout maîtriser. C'est impossible. On ne peut pas être omniscient. Et donc, il faut décloisonner les métiers et repenser les organisations pour que les gens travaillent ensemble. Et pas considérer un collègue, comme c'est souvent le cas dans les rédactions, comme des sous-traitants. Un programmeur, un infographiste, un photographe, un journaliste reporter d'images, un journaliste de communauté, tous ces gens sont des alliés et pas des sous-traitants. C'est dans la tête que ça se passe. Quand vous vous mettez ensemble comme ça permet déjà de faire évoluer pas mal de choses. C'est simplement, il y a plus dans plusieurs têtes que dans une seule tête. Il y a l'héritage du passé, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, je ne vais pas m'appesantir là-dessus, mais clairement, le web dans les rédactions a souvent été inféodé aux médias nobles, aux médias historiques. Donc il y a la presse imprimée et une petite cellule web. À la RTBF, ils font de la télévision, de la radio, mais il y a dans un coin, donc la RTBF c'est la télévision nationale en Belgique,
francophones. Et il y a, je les vois bien, dans un petit coin, trois gars qui font du web. Ils ne sont pas intégrés dans la rédaction. Et cette aristocratie, comme je dis, du journalisme traditionnel par rapport au journalisme en ligne existe aussi dans les universités. Et donc, très souvent, le journalisme en ligne, le web, l'apprentissage du web est venu se greffer à un autre média, un journalisme de presse écrite. Or, c'est différent, c'est autre chose. Il faut une approche transversale dès le départ du web. Ce n'est pas quelque chose qui vient en plus, après, en parallèle, en prolongement, comme on disait tout à l'heure. Et alors, il y a quelque chose qui me touche beaucoup, parce que comme j'essaie de m'investir dans les formations aussi, c'est que je me rends compte que, sans doute parce que les directeurs de rédaction et ceux qui font du recrutement n'ont pas cette conscience et ne sont pas suffisamment formés, eh bien, tout ce qu'on peut apprendre à des jeunes aujourd'hui en termes de journalisme en ligne, mais finalement, quand ils se retrouvent face à un employeur, lors de l'entretien de recrutement, jamais on leur pose une question. Enfin, ça évolue, mais est-ce que vous êtes sur Twitter? Comment est-ce que vous envisagez l'information en ligne? Comment est-ce que vous traiteriez tel sujet pour être pertinent sur tel et tel support? En réalité, les critères d'engagement ne sont malheureusement pas basés sur l'agilité numérique. C'est terrible, c'est vraiment dommage parce que ça ne permet pas de faire évoluer la profession. On reste sur des critères de productivité. Est-ce que le gars que j'engage maintenant, je peux dans la seconde l'envoyer sur un événement au coin de la rue et est-ce qu'il est capable de me ramener dans une heure un 4000 signes valide? C'est tout. Alors, deuxième défi par rapport à la formation, on l'a déjà abordé, est-ce que je dois former des ultra spécialistes ou des généralistes? Donc, c'est toute la difficulté de ces outils qui se multiplient et évoluent à vitesse V'. Tous les jours, encore la semaine dernière, j'ai découvert un nouvel outil qui s'appelle Infogramme et qui permet de faire des infographies en ligne gratuitement. Ça prend 10 minutes, vous mettez un tableau Excel avec des données, vous choisissez votre mode de présentation et ça génère un tableau. Alors, ces outils se multiplient. Et donc, le risque, c'est de former à une liste fermée d'outils qui, dans un an, auront peut-être disparu et il faudra reformer autre chose. Donc, il faut prendre la formation différemment et plutôt développer cette fameuse agilité numérique, cette curiosité par rapport aux outils, que de former outil par outil. Parce que dans les rédactions, chacun aura sa petite préférence. Certains utilisent Google Maps, d'autres utilisent Many Eyes, qui fait la même chose. Mais voilà, bon, à partir du moment où on est dans cet état d'esprit, on a la possibilité de passer d'un outil à l'autre. Ce qui est le plus important, c'est de développer le recul par rapport à ces outils. Pourquoi, dans quel but j'utilise un outil? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que je peux raconter cette histoire avec des mots? Oui. Est-ce que ça suffit? Oui. Ben alors je l'écris avec des mots. Est-ce que je génère de l'information supplémentaire si j'utilise un autre média? Est-ce que si je mets une photo, cette photo apporte une information complémentaire? Si je fais une vidéo, est-ce que cette vidéo apporte une information complémentaire par rapport au texte écrit? Donc je rappelle qu'Internet est d'abord un média écrit. Alors, là, je pense qu'on a gagné. C'est que dans la construction de son article, le journaliste se dit, tiens, quels sont les outils dont j'ai à la disposition et qu'est-ce que j'utilise pour faire ma recette? C'est vraiment, quand on fait la cuisine, c'est pareil, on n'utilise pas tous les ingrédients et toutes les épices, on les choisit. Voilà. Et donc, ce que je pense, mais je suis prêt à partager, c'est que ce que je conseillerais plutôt à un jeune journaliste, c'est de développer une compétence, une spécialité dans un domaine. Vraiment, je parle ici pas de spécialité sur le fond, pas sur une thématique, pas le journalisme sportif, mais une spécialité. Moi, ma spécialité, par exemple, c'est, je suis journaliste, je connais tous les fondamentaux, mais je sais faire des petites vidéos avec un smartphone très facilement, je vois comment on peut traiter ça, ça a du sens, voilà. Ça, je développe.
Moi, je peux utiliser des outils pour faire de la visualisation de données. Il y a toute une série d'outils gratuits, comme ça, voilà, ça c'est ma spécialité. Moi, je peux faire ceci, moi, je peux faire cela. À côté de ça, simplement développer des connaissances générales ou des compétences. Et dans quel but? Pour pouvoir dialoguer avec d'autres spécialistes. Aujourd'hui, dans les rédactions, parfois les gens ne savent pas se parler parce qu'ils ne se comprennent pas. Moi, je suis en contact avec énormément d'informaticiens et de programmeurs. Il y a 10 ans, je découvrais ce monde-là parce que je n'ai pas un intérêt naturel pour l'informatique. Ça ne se passait pas très bien. Aujourd'hui, je suis rentré dans leur tête. Eux ont fait ce chemin aussi et on se parle et ça fonctionne. Mais je ne sais absolument pas faire une ligne de code. Je ne sais pas. Mais voilà, je comprends. Donc, une expertise, des compétences générales. Et la traduction dans les organisations, parce que je pense que c'est aussi le thème de l'intervention, c'est que puisqu'on a plusieurs métiers, plusieurs compétences qui doivent communiquer ensemble, les structures actuelles d'organisation des médias ne fonctionnent plus. Vraiment cette structure pyramidale, rédacteur en chef, chef de service, journaliste spécialisé, etc. Non, on rentre dans un mode beaucoup plus transversal, horizontal, qu'on appelle parfois les organisations en essaims, comme les essaims d'abeilles, et donc qui fonctionnent par projet. Donc sur un tel projet, on met un tel, qui travaillent ensemble. Et ça crée des choses magnifiques. Alors il y a un exemple qui est absolument hors de portée, même pour le soir, c'est le Guardian, qui a mis 14 personnes sur la couverture des informations révélées par Wikileaks, qui est je crois que tout le monde connaît, sur la guerre en Afghanistan. Et dans ces 14 personnes, il y avait des journalistes spécialisés, des journalistes de communauté, des statisticiens, des historiens, des informaticiens. Incroyable. Et ça pendant 2 mois. Vous imaginez le budget. Mais ça donne des choses magnifiques. Il y a moyen de faire ça beaucoup plus simplement au quotidien et en temps réel. Mais donc, il faut revoir les organisations en fonction de ça. Et alors, le troisième point, j'en ai déjà parlé, c'est dans toutes ces formations, le but, finalement, c'est oser l'innovation, c'est oser s'emparer d'un outil, oser franchir le pas, et se rendre compte que si je fais une fausse manœuvre avec un ordinateur, il ne va pas exploser. Je peux faire marche arrière, rien n'est irréversible, on peut y aller par essai-erreur. C'est la technique Google. C'est ce qu'on appelle aussi... donc Google fonctionne comme ça, ils lancent des trucs, ça marche pas, et puis ils jettent, ils prennent, et parfois ça marche, et alors ça donne des choses qui se développent de manière exponentielle. Et alors c'est cette notion de, c'est un peu pointu, ça fait un peu peur, de journaliste hacker. Hacker, c'est le hacking, hacker, c'est bidouiller. C'est des bidouilleurs, c'est des bricoleurs. J'aime le journaliste bricoleur, comme la personne hier qui passait avec sa tablette pour prendre des photos et qui l'envoie. C'est très gai. Voilà, je termine ici, et puis pour place aux questions, et je voudrais simplement lancer ce que j'ai appelé des bouteilles à la mer, trois souhaits, et qui collent tant à la Belgique, je pense, qu'ici au paysage africain. De manière générale, l'éducation aux médias. Donc je ne parle pas de l'éducation aux techniques journalistiques, mais l'éducation aux médias, expliquer à même les enfants là, qui arrivent maintenant comment un jour peuvent utiliser Facebook, leur faire comprendre la différence entre Facebook et le New York Times. Je suis un peu caricatural, mais qu'il y a une différence entre de l'information et ce qu'on voit comme ça sur Twitter, Facebook ou des forums, qu'ils le comprennent et qu'ils puissent justement choisir de manière pertinente ces sources d'infos. J'ai toujours trouvé bizarre que les enfants, on les évaluait en français ou dans leur langue maternelle, on les évaluait en mathématiques, et aujourd'hui on vit dans une société de la connaissance, et il n'y a pas d'évaluation par rapport
par rapport à tous ces outils. Il faut leur apprendre. Ça passe par... c'est très important parce que si je vous dis qu'aujourd'hui, je ne pense pas que c'est peut-être le cas ici, dans cette région, mais un employeur en Belgique et en Europe, quand il fait un recrutement, la première chose qu'il fait, c'est terrible, la première chose qu'il fait quand il reçoit un candidat, c'est de taper son nom dans Facebook et voir ce que son Facebook donne. Voilà. Pour se faire une image de la personne. Si vous ne gérez pas votre Facebook de manière intelligente et sans la conscience de votre identité numérique dès le plus jeune âge, ça peut vous suivre toute votre vie. N'écrivez rien, et surtout quand vous êtes journaliste, n'écrivez rien sur un réseau social, sur un média comme Facebook ou YouTube qui nuirait à votre réputation. C'est la règle. Parfois, il y a au New York Times, à la BBC, il y a des chartes d'utilisation des réseaux sociaux. Moi, personnellement, je ne suis pas favorable à ça. Il n'y en a qu'une qu'il faut retenir. N'écrivez rien qui nuit à votre réputation. Et ça, c'est de l'éducation aux médias. Alors, deuxième point, on sent bien que l'enjeu de la formation est crucial pour faire évoluer les modèles économiques, faire évoluer les rédactions et de manière générale pour faire évoluer l'information, parce que l'information peut être en danger, si on veut. Et donc, ce n'est pas nous, comme ça, qui allons pouvoir résoudre ce problème. On doit se faire aider. Là, en Belgique francophone, les éditeurs, par exemple, ont démarché les pouvoirs publics pour recevoir des aides, pour assurer des formations dans les rédactions. Ça coûte cher. Pour vous donner une petite idée, la Flandre, donc la partie flamande du pays, sont beaucoup plus avancés que nous, francophones, par rapport à ça. Et le gouvernement flamand, l'an dernier, a mis 1 million d'euros. 1 million d'euros à disposition des différentes rédactions, des différents titres de presse, radio, télé et télévision, pour aider à faire de la formation pour leurs journalistes. Du côté francophone, on demande la même chose, parce que l'enjeu est important, et je pense qu'ici, c'est aussi assez crucial. Ceci étant, tout ne tombe pas du ciel non plus, hein, il faut y mettre du sien. Et troisième bouteille à la mer que je lance, parce qu'on a vu essentiellement en France, plus qu'en Belgique, énormément d'initiatives de ce qu'on appelle des pure players, c'est-à-dire des initiatives éditoriales de plateformes de sites, comme il y en a des dizaines et des dizaines qui naissent ici, et qui n'ont pas un historique de médias traditionnels comme le papier ou une télévision, qui sont donc nés sur Internet et qui n'ont que cette économie-là à gérer. Alors, pour pouvoir se lancer comme ça, il faut accompagner. Il faut accompagner ça. Il faut permettre que au démarrage, 1 an, 2 ans, 3 ans, ça puisse exister, donner une chance à ça. Ça veut dire former les gens, mais aussi les former à l'entrepreneuriat éditorial. C'est pas parce qu'on fait d'excellents articles et qu'on ramène des scoops qu'on aura des facilités pour gérer une rédaction. C'est un autre métier. Il faut former ça, à la gestion des rédactions, mais surtout à la gestion de sa propre carrière. Énormément de journalistes en Belgique trouvent du boulot parce qu'ils ont ouvert leur blog et montré qu'ils pouvaient ramener de l'information indispensable, utile et attractive. Et moi, personnellement, j'en ai engagé un qui s'appelle Alexandre Collot, qui avait ouvert un blog consacré uniquement à l'actualité tournant autour des iPhones, uniquement les iPhones. Il a baptisé son blog Belgium iPhone. En 2 ans, il est devenu le king de l'actualité dans cette matière-là. Et je l'ai engagé avec son blog. Il s'est rendu indispensable. Et maintenant, il continue à gérer son blog pour le soir. Il ne fait que ça. Voilà comment cette personne a créé son job. Créer son job, ça nécessite donc d'avoir ses compétences, de se lancer. Et aussi, il y a beaucoup d'efforts à faire. Je parle même pour la Belgique et les associations professionnelles quand elles existent, parce que je pense qu'il y a certains pays ici dans la région où il n'y a même pas d'association professionnelle de journalistes, mais il y a un statut à garantir à ces gens pour qu'ils puissent faire leur métier. J'ai terminé.
On est à 12h12. À 12h30, c'est une nouvelle pause, mais on vient juste de la pause. On va consacrer ces minutes aux questions, réponses, au débat. La parole est à vous. Merci. C'est plutôt une contribution que j'avais voulu faire tout à l'heure lors du premier exposé, en rapport avec la question que notre ami de la RDC avait posée sur la gestion des rédactions web, presse écrite, net, qui repose en fait la grande problématique de la ligne, de la stratégie éditoriale. Il faut dire que le constat qu'on fait généralement, c'est que les sites Internet sont parfois de simples reprises du contenu papier. Moi, j'ai fait une analyse en Afrique de l'Ouest. Ce qu'il y a sur Internet, c'est à 95%, même 99% le contenu du papier. Et sur le site, il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de contenu autonome. Et cela est peut-être dû au manque de stratégie éditoriale. La gestion même de l'information, parfois c'est confié à un informaticien qui se contente de mettre en ligne une sélection qui est faite peut-être à partir de la une du journal papier, ou alors, dans le meilleur des cas, on adjoint un journaliste à l'informaticien pour gérer le site web. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de stratégie en tant que telle. On ne s'est pas demandé est-ce qu'on va sur Internet juste pour avoir une carte de visite électronique, pour être à la mode, dire qu'on a un site Internet, ou bien on a une politique, on a une stratégie qu'on veut développer. Quand on regarde la question du deadline, il a parlé de 24 heures, on attend tout, c'est peut-être la veille qu'on met le contenu du papier en ligne, mais ça ne change pas. Chez nous, par exemple, il peut y avoir des événements importants le vendredi, mais comme les journaux ne paraissent pas samedi et dimanche, il faut forcément attendre lundi, parce qu'on n'a pas intégré la notion du cycle de l'information sur le web. Et tout ça est lié au manque de stratégie éditoriale. C'est vrai qu'il y a la question des moyens qui est posée. Il faut aussi se demander avec quels moyens on va sur le net. Si réellement on veut développer un business, il faut se donner un minimum de moyens. Et cela c'est plus accessible à mon avis, et je vais y revenir un peu plus tard. Il y a la question de la publicité. Il y a des niches qu'il faut savoir saisir. Aujourd'hui, les télécoms ont compris très tôt l'avantage de communiquer sur Internet. Et si vous regardez, et comme on a la chance que les multinationales sont présentes dans plusieurs pays, ça fait que ce qu'ils développent dans certains, ils peuvent le développer chez vous aussi, comprendre facilement pourquoi il faut communiquer sur Internet. Il faut de la pédagogie aussi. Moi, j'ai vu ça, des agences qu'on avait approchées pour communiquer sur le faso.net. Il y a des collaborateurs qui ont été renvoyés proprement parce qu'on leur dit non, nous n'avons pas besoin de communiquer sur le net, soit parce qu'on a un site déjà, ou parce qu'ils n'ont pas compris. Donc ça, il faut expliquer, il faut de la pédagogie, expliquer en quoi communiquer sur Internet peut être intéressant pour une entreprise. Il y a déjà le couplage. Si on fait de la publicité dans le papier, on peut proposer aux annonceurs, par exemple, peut-être d'ajouter 10% et on met la publicité en ligne. Ça aide l'annonceur à comprendre l'intérêt. Et c'est quand il est interpellé par des consommateurs, des clients qui disent « Ah, j'ai vu, on a parlé de vous », quelqu'un l'appelle des États-Unis, ou d'ailleurs dans le monde pour dire « Oui, j'ai vu qu'on a parlé de vous sur Internet », c'est à ce moment qu'il commence à se demander quel peut être réellement l'impact de la publicité en ligne. Et il y a aussi Google AdSense dont on a parlé tout à l'heure. C'est possible de maîtriser, quand vous rentrez dans les outils d'administration, c'est possible de sélectionner le genre de publicité qu'on veut et d'éliminer celle qu'on ne veut pas voir sur son fil. C'est assez difficile, mais ce n'est pas impossible. Et ça peut être intéressant. Philippe a parlé du cas de son épouse qui a peut-être eu 2 euros. Moi, j'ai des bannières qui me rapportent près de 300 euros par mois avec Google. Ça, c'est en dehors de la publicité que je peux avoir avec les entreprises locales. Mais l'inconvénient est réellement ce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont compris que c'est moins cher de passer par Google. Donc, si vous ne faites pas attention,
vous pouvez être, j'allais dire, cannibalisé peut-être par ce détournement-là. Donc il faut prendre le soin d'interdire la publicité locale par Google, pour pousser les gens à venir vous voir plutôt que de passer par Google. Ça peut être de la publicité internationale, mais pas de la publicité locale qui est distribuée par Google. Ensuite, il y a, en venant à cette conférence, Pierre avait demandé de parler du cas du Faso.net, qui est peut-être un exemple du fait que l'Internet démocratise l'information, mais démocratise aussi les entreprises de presse. Il en a parlé tout à l'heure. On n'a pas forcément besoin d'un gros capital, de beaucoup d'actionnaires pour créer une entreprise. Parfois, c'est de la passion, souvent même de la passion, de la rigueur et puis beaucoup de détermination. Le Faso.net, par exemple, il a été créé avec moins de 100 €, j'en ai parlé hier, juste de quoi acheter le nom de domaine et l'espace d'hébergement qui à l'époque même était un espace mutualisé. Mais au bout de 8 ans, au départ, beaucoup de gens ne comprenaient pas ce qu'on voulait faire. Moi, à l'époque, j'étais attaché de presse à l'ambassade à Paris, mais j'ai travaillé sur ça entre 4h30 et 7h30 avant d'aller au boulot, pendant près de 5 ans, presque pour rien. Mais aujourd'hui, on a une dizaine de collaborateurs. L'année dernière, on a fait près de 45 millions de chiffre d'affaires avec la publicité, les annonces, ce qui veut dire que c'est possible de créer son job, comme il l'a dit, et comme on l'a vu avec le cas du Tanzanie, avec beaucoup d'autres cas, avec de la passion et de la détermination, peut-être en trouvant un modèle économique qui peut être facilement réalisable. Et cela amène aussi à la question de la formation. Sur cette question, je vous recommande le livre d'Éric Scherer que j'ai cité ailleurs, qui se demandait « A-t-on encore besoin de journalistes ?» et qui explique en quoi aujourd'hui, avec la démocratisation des entreprises de presse, un journaliste n'est pas forcément lié à une entreprise. Le journaliste est sa propre marque. C'est-à-dire vous avez la possibilité de développer votre nom et d'en faire une marque. Et comme il a dit, de vous faire recruter par de grandes entreprises, par exemple, qui auront remarqué peut-être l'intérêt que vous pouvez avoir sur le web. Pour cela, il faut savoir développer son audience, c'est-à-dire occuper les différentes plateformes comme Facebook, YouTube et autres. Mais pour ce faire, il ne suffit pas juste d'insérer les boutons, il faut une vraie stratégie éditoriale aussi. Il faut quelqu'un qui s'en occupe, qui pousse l'information vers les gens. Il y a les mailings, par exemple, qu'on constitue, la newsletter. Il y a encore beaucoup de sites qui n'en ont pas. La page Facebook, très souvent, elle n'est pas animée, alors que chaque matin, au moins, on devrait retrouver les principaux articles sur Facebook. On devrait avoir des abonnés à qui on pousse l'information. Parce qu'il faut retenir que les internautes sont tellement inondés d'informations qu'ils n'ont pas toujours le réflexe de venir vers vous. Donc c'est à vous d'aller vers eux pour les fidéliser. En tout cas, je vous recommande ce livre qui, de façon très détaillée, montre un peu comment un journaliste peut se construire une réputation, devenir une marque, puisqu'il a donné des cas de journalistes qui sont parfois plus célèbres que les journaux. Quand vous regardez leur compte Twitter, ils ont plus d'abonnés, ils sont plus suivis que leur propre journal, parce qu'ils ont su développer des stratégies, un contenu qui intéresse les gens. Il y a la spécialisation aussi. Il a parlé du cas du blogueur qui s'est consacré à l'information sur iPhone. Mais dans vos différents pays, par exemple, il y a des thèmes qui intéressent les gens. Il y a la santé, il y a la culture, il y a parfois des aspects très pointus qui intéressent les gens. Mais comme on n'a plus le temps, vous, si vous vous spécialisez dans ça, vous pouvez réussir rapidement à vous faire une audience. Parce que le modèle économique aujourd'hui, c'est la gratuité des contenus contre la publicité. Et la publicité, c'est l'audience. Si vous réussissez à développer une audience, vous réussissez à vendre cette audience-là pour vous faire facilement, plus ou moins facilement de l'argent. C'était la contribution que je voulais faire. Merci. D'abord, je voudrais féliciter Philippe pour ces deux dernières communications très, très intéressantes. Alors, je vais directement à ma question. Vous venez de parler de 3 bouteilles à la mer. Je voudrais souhaiter que vous ajoutiez aussi une autre bouteille à la mer, la 4e. Comment on peut réviser, réadapter les mécanismes de régulation à l'heure de cette révolution justement technologique avec le web? Parce que, comme vous le disiez si bien, je crois que le respect de l'éthique et de la déontologie, c'est quelque chose de très important qui apporte de la valeur à l'information. Avec
ce web avec la convergence, je crois qu'il y a un défi important. Repenser, réinventer la régulation, les mécanismes de régulation. Je crois que ça commence à déstabiliser les instances de régulation et d'autorégulation. Merci. Moi, j'avais deux préoccupations, mais je me suis rendu compte que mon ami du Faso a essayé un peu de me satisfaire par rapport à mon premier souci. Parce que, M. Philippe Lalou, vous avez dit que l'évolution de nouvelles technologies contribue négativement, c'est-à-dire la perte d'emploi chez les journalistes. Heureusement, quand il parlait, il a dit un journaliste peut aussi créer son job, peut se faire important. Et là, je suis un peu soulagé par rapport à son intervention. Alors maintenant, j'aimerais que vous puissiez un peu m'expliquer, parce que je n'ai pas bien compris, quand vous dites que les équipes dont je suis ici, l'existence des castes savamment entretenues par les rédactions traditionnelles. J'aimerais un peu que vous puissiez m'expliquer, je n'ai pas bien compris en ce que vous voulez dire par là. Si vous pouvez un peu m'expliquer. Merci. On revient sur le même problème de broadband ou de vitesse, de pauvreté, peut-être d'émulation aussi. En écoutant M. Lalou a expliqué, d'abord je suis très content de vous revoir. Et moi je lis très souvent la Libre ou le soir et on voit, il y a des podcasts, il y a des informations en vidéo, je suis en train de regarder les posts et la météo. D'abord, on ne peut pas faire ça quand on n'a pas une grande vitesse d'Internet. Et en regardant l'évolution du journal Le Soir, depuis les années, nous qu'on recevons le journal à Goma déjà, dans les années fin 80, 90, qui venait 2 fois la semaine, et on voit qu'ils ont évolué aussi. Donc ce que M. Lalou nous dit, c'est le fruit d'une longue évolution. Et nous fantasmons sur une évolution que nous n'avons pas encore entamée nous aussi. Et donc, j'ai posé une question hier, je n'ai pas reçu de réponse. Quelle est la transition? Quel est le palliatif à avoir? Moi qui ai fait des reportages avec Colette Brackman, et dans son blog, il y a longtemps, il n'y avait pas de MP4. Mais aujourd'hui, c'est possible d'avoir. Cette transition, personne n'en parle. Sinon, si nous dépassons les étapes, l'adaptation sera difficile. Est-ce qu'il n'y a pas, comme je parlais encore hier de vinyle, les 33 tours avant de terminer, qu'il y ait un CD? Aujourd'hui, quand vous allez dans les brocantes, partout en Europe, les vinyles existent encore. Parce que nous aussi, on signe l'arrêt de mort de certains médias, mais pourtant qui pourront rester des médias des collections et historiques d'une certaine identité. Cette transition qui va avec la modernité, on n'en parlait pas assez. Je voudrais vraiment qu'on en revienne, sinon ça fait trop peur. Merci. Merci, c'est Alain. Moi, je viens du secteur des télécommunications. Je vais juste apporter une petite contribution par rapport à ce qui vient d'être dit ici. Hier, comme aujourd'hui, j'ai tiré une conclusion comme quoi les gens du secteur les professionnels des médias, on dirait qu'ils sont beaucoup moins informés par rapport à l'évolution technologique. Disons, hier, quand on a terminé les exposés, j'ai discuté un peu avec les autres. Il y en a qui disaient, on nous parle de la migration du digital vers le numérique. Mais on ne sait même pas, c'est quoi le digital, c'est quoi le numérique? Et là, on parle aussi du web. Tout ça, c'est quoi? Mais je crois que le problème majeur n'est pas
c'est au niveau de ces professionnels des médias qu'il faut voir. Il faut revoir leur façon de recueillir les informations. Parce que nous, les gens du secteur des télécommunications, quand on se dirige vers les médias, c'est juste pour faire nos publicités. Ce sont les équipes du marketing qui viennent. Et là, qu'est-ce qu'on va dire là-bas? On ne va pas vous parler de ces histoires de téléphone volé. Mais entre guillemets, un téléphone volé, c'est un abonné de plus. Et qui va veiller à ça? Non, ce ne sont pas les gens du secteur des télécommunications. Juste, il faut vous approcher de ces professionnels du secteur des télécommunications pour être beaucoup plus informés sur ce qui se passe dans ce secteur. Il ne faut pas attendre chaque fois que ce sont les gens du secteur des télécommunications qui vont venir vers vous pour faire des publicités, mais approchez-vous, venez. On a d'autres services à vous offrir, mais sinon, quand on vient vers vous, c'est pour la publicité. Venez, on va vous donner encore beaucoup plus d'informations, organiser des débats. Il y a le secteur des médias. Si vous êtes informé, je suis sûr et convaincu, même le reste du public sera informé. Mais si vous, dans le secteur des médias, vous n'êtes pas informé du passage du digital vers numérique, comment est-ce que le reste de la population saura cette évolution technologique? Approchez-vous de ces secteurs. Il y a les ISP, il y a les maisons, les opérateurs de la téléphonie. Approchez-vous, venez. On ne doit pas travailler chaque fois à sens unique. Il y a nous qui venons juste pour faire nos publicités. Vous devez aussi venir pour savoir quel service nous avons à vous offrir en dehors des intérêts économiques que nous visons. Je crois que c'est bien compris, hein? C'est ça juste mon intervention. Je ne vous interromps pas, mais j'ai l'impression qu'ils ont bien compris. Merci. C'est bon? Oui, c'est bon, merci de ces recommandations. Philippe Lalou, qui était brillant. Ma question est de savoir, il nous a parlé de stress. Notre travail, oui, c'est Isaac Bachombe, Radio Lauzima Bukavu. Vous avez parlé de stress. Notre travail est un travail qui nous amène chaque fois des stress. Imaginez un journaliste qui part en reportage. Il rentre, il a raté le saut, par exemple, d'une autorité quelconque du pays. Alors, il entre dans une salle de rédaction, il veut chercher le saut pour mettre soit dans un journal ou en faire un magazine. Le saut n'est pas là. Alors, comment on va le gérer? Puisque vous avez dit que le journaliste veut peut-être travailler plus, mais aussi nous devons travailler autrement pour ne pas travailler deux fois sur le même support. Comment est-ce que ces types-là, vous allez les consoler pour qu'ils ne puissent pas vivre avec ce stress, puisque notre travail est stressant et du jour au jour, et comment abandonner ce genre de stress? C'est ça ma question. Donc, par rapport à ce que Sirac, je rejoins tout, on est tout à fait en phase, donc je vous invite à bien noter ce qu'il a expliqué. Cyprien, voilà, qui nous a parlé de cette quatrième bouteille à la mer par rapport à la régulation. La question m'a stressé parce que je ne maîtrise pas tous les mécanismes et la connaissance aujourd'hui. Mais ce que je suggère, une idée qui me passait par la tête, comment forcer finalement ce que le web permet, c'est de créer une force citoyenne, peut-être. Je reprends l'exemple de Belgium iPhone, donc, qui n'a rien à voir avec le sujet dont on parle ici.
ce blog Belgium iPhone s'est imposé parce que, au-delà du fait qu'il avait de l'excellente information et de l'exclusivité, c'était un bon journaliste, surtout, il y avait une communauté derrière ultra influente. C'était 3-4 000 personnes, toujours les mêmes, des fidèles, qui venaient tous les jours et qui, au final, représentaient une réelle force, même par rapport à Apple. Je vous assure qu'Alexandre Collot a eu des coups de fil directement des États-Unis parce qu'il sortait des informations qui dérangeaient. Ça, c'est possible grâce au web. Alors, ce qu'on met en place en Belgique par rapport à la régulation, ce sont des conseils de déontologie journalistique. C'est quoi ? C'est une association de consommateurs, mais les pouvoirs publics accompagnent cette formation-là. Ce ne sera peut-être pas le cas ici, j'en sais rien. Il y a des gens du secteur et des consommateurs. Ce conseil de déontologie journalistique, à quoi sert-il ? Eh bien, il sert pour vous, pour moi, pour n'importe qui se sent victime d'une information, d'un mauvais traitement d'une information. Et c'est donc une instance qui permet d'accompagner un consommateur, un simple consommateur d'informations, et qui permet de l'accompagner pour faire remonter des affaires devant un conseil qui prend des décisions par rapport à ça. Ça reste sectoriel. Si c'est très structuré, c'est le résultat de négociations entre les pouvoirs publics, le secteur et des associations de consommateurs. Mais l'impulsion, elle peut peut-être, je ne sais pas, peut-être être donnée par ces consommateurs qui se fédèrent, et l'outil, c'est un blog. Hier, j'ai entendu parler de ça, on parlait de ces soucis de vol de GSM où il n'y avait pas de recours, voilà. Et ça me faisait penser justement à Belgium iPhone. Et je dis, mais voilà, mais là, il y a une super idée de site. C'est un site qui parle de ces nouvelles technologies et qui dénonce tel opérateur, il ne prévoit pas telle procédure si je me fais voler mon GSM. Ici, les tarifs pratiqués sont absolument scandaleux, etc., etc. Le service est déplorable. Et si vous donnez de l'information pertinente et que vous fédérez une communauté autour de ça, j'en sais rien. Peut-être qu'il y a quelque chose qui pourra avoir du poids. Je pense que je ne maîtrise pas 1% de la situation ici actuelle par rapport à la déontologie, et vraiment complexe. J'ai bien compris qu'il y avait des journalistes qui n'avaient pas le choix, parce qu'ils doivent en vivre, et inversement, donc des directeurs, des responsables de rédaction qui du jour au lendemain peuvent voir leur radio fermée, voilà, et donc ils perdent tous leurs investissements. Donc la situation, elle n'est pas simple, ça ne va pas se régler comme ça. Il ne suffit pas de dire, eh bien maintenant j'applique à la lettre des principes de déontologie. Non, ce n'est pas possible parce qu'il y a une utilité sociale, un impact social qui n'est pas mince. Mais comme disait Lao Tse, ce qui compte, c'est le chemin. Donc il faut y aller. Alors, il y avait une question sur les pertes d'emploi, monsieur. Voilà. Donc, je pense que je me suis peut-être mal exprimé. Donc, je n'ai pas voulu dire que les nouvelles technologies avaient provoqué des pertes d'emploi dans les rédactions. Donc, j'ai bien expliqué, dans les médias traditionnels, ce qui se passe, c'est que les revenus publicitaires s'effondrent, que ceux qui vivent de la vente de contenu, eh bien, j'ai montré les courbes tout à l'heure, on est passé de 300 000 à 70 000 exemplaires. Donc le chiffre d'affaires diminue, et que là où au soir, ou à la Libre Belgique, mais que je n'ai pas connu cette époque-là, à la fin des années 60, il y avait 300 journalistes, et je ne vous mens pas, l'éditorialiste avait un chauffeur pour aller au Parlement qui se trouve à 200 mètres. Voilà, donc ils vivaient dans l'opulence. Aujourd'hui, les coûts sont ultra sous pression, les recettes sont sous pression, et donc c'est plus la crise économique que les nouvelles technologies qui imposent
dans certaines rédactions, de revoir le périmètre, comme on dit, de ressources humaines et de réduire. Voilà. Alors je ne m'en réjouis pas. Hein, donc les premières victimes, ce sont les anciens journalistes qui traînent un peu, là, qui refuseraient de justement franchir le pas par rapport aux nouvelles technologies. Ils sont vraiment sous pression, ces gens-là. Or, on pourrait les utiliser, j'aime pas le mot, mais ils ont tellement de connaissances par rapport au fond qu'on pourrait justement utiliser leurs compétences sur le fond pour créer de la valeur. Et alors les jeunes journalistes qui arrivent, ça c'est terrible, les conditions de travail parfois sont vraiment dures. Bon. Et donc, après, libre à chacun de croire que la situation économique actuelle est le fruit de l'évolution des nouvelles technologies. Alors si on fait cette équation-là, nouvelle technologie égale crise économique égale réduction de la rédaction, je ne partage pas ça, mais voilà, c'est libre à chacun de penser à ça, de penser ça. Vous m'avez posé la question par rapport à l'existence de castes. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment vécu, surtout quand j'étais à la Libre Belgique, mais on était au début du web, du web un peu structuré et professionnel. Il y avait vraiment une posture journalistique de journaliste papier qui, pour rien au monde, n'aurait écrit le moindre atome d'article pour le web, parce que pour eux, c'était le diable. Mais vraiment, c'était pour eux tomber dans la déchéance. Et donc ce rapport de cette aristocratie journalistique, j'ai vraiment utilisé le mot, est une réalité. Alors aujourd'hui, il y a des principes de réalité économique qui les font réfléchir. Quand je vous disais tout à l'heure, je pense vous l'avoir dit, qu'il y a un journaliste qui, dans l'ascenseur, il y a 2 ans, m'a dit « ton truc, là, le web, ça ne va jamais marcher, c'est n'importe quoi », et qui aujourd'hui tient un blog et utilise son blog pour ramener de l'information. Il couvre toutes les matières liées à l'enseignement et à l'éducation. Et donc, grâce à son blog, il a fédéré des enseignants qui ont trouvé une plateforme pour s'exprimer, et il fait remonter de l'information comme ça. Voilà. Il a radicalement changé de posture mentale par rapport à ça. Et je disais aussi par rapport à la formation, une des conséquences, sans exagérer, sans non plus dramatiser, mais parce que c'est humain, on a fait des petites erreurs pour structurer les formations, c'est que les formations web, en général, sont inféodées à un média noble qui est la presse écrite. Or, c'est un média à part entière qui a ses langages, sa grammaire propre. Pour vous donner un petit exemple, il y a 5-6 ans, parfois, on m'invitait, moi et d'autres journalistes web, à venir parler 2 heures du journalisme en ligne dans des écoles, dans les universités, formation journaliste. Et chaque fois, il y a 5-6 ans, j'étais un petit peu iconoclaste. J'aime bien. Je disais, voilà, dans 10 ans, ce sera l'inverse. Il y aura des cours de journalisme en ligne et on invitera 2 heures un journaliste papier pour expliquer comment il faisait avant. Mais donc, voilà, les choses. Et ça, c'est important. Je ne dis pas que ce que je dis est important, mais c'est peut-être une notion à laquelle il faut faire attention. C'est que comme le web a tendance à bien fonctionner, on a vu tous les indicateurs sont verts, les audiences, les revenus pubs, etc. On sent que la machine commence à prendre. Attention au retour de flamme, à l'effet boomerang, c'est qu'il commence à y avoir de l'arrogance de la part des jeunes journalistes web vis-à-vis des autres. Voilà, il faut aussi gérer ça, le retour de balancier. Donc, mais il faut se mettre d'accord. Voilà. Alors, les capacités techniques broadband, oui, évidemment que tout ce que l'on fait sur le soir.be et Al Jazeera ou CNN nécessite des bandes passantes, des serveurs, etc. Ceci étant, je vais reprendre l'exemple de mon épouse, qui a ouvert un blog qui se trouve sur WordPress, qui ne lui coûte pas 1 franc, ni elle n'a pas acheté le nom de domaine, puisque c'est vraiment un nom de domaine WordPress, et qu'elle utilise toute une série d'outils, elle a une formation de journaliste, est aussi journaliste, qui utilise toute une série d'outils gratuits, et qui fait certains jours 5-6 000. Alors on est loin de 150, 200 000 ou 300 000, 500 000 comme certains médias. Mais il existe, le jour où si vous faites 200 000 visiteurs uniques, c'est quand même que vous avez généré un petit peu de revenus. Mais il y a des solutions de hosting
OVH en France, que sais-je, qui permet, sans rien y connaître, d'acheter un nom de domaine, $50 ou $100 par an, d'avoir la bande passante et vous payer à la consommation, de gérer des tags publicitaires, il y a des solutions toutes faites, des outils. Bon, ben après, comme disait Albert, c'est le talent, c'est l'info. Donc moi, enfin, je suis prudent dans ce que je dis parce que je suis toujours le premier quand mon boss me dit bon Philippe, il faut faire ça et ça. Et j'essaye de passer du temps pour l'expliquer. Écoute, ce que tu demandes là, ça demande de structurer une base de données, d'avoir une architecture hardware, de mettre en place, etc., parce qu'il ne comprend pas l'impact. Oui, mais regarde, c'est si facile. Il y a une différence entre des sites qui ont une taille industrielle et mettre en place ces outils sont très lourds, mais à titre personnel, pour un blog, un site, il y a des outils. Donc je ne veux pas tomber dans l'excès inverse qui dit « mais c'est facile, ça ne coûte pas $1 ». Surtout ne pas croire ça, ce n'est pas vrai. Mais croire que que c'est inaccessible et que ça coûte des millions de dollars, c'est faux aussi. Mais je pense que tu es d'accord avec moi par rapport à ça, ou pas. Alors, quelle est la transition ? Alors, je ne sais pas. Moi, je me dis que, justement, avec ces outils extrêmement simples, mais je suis peut-être vraiment à des années-lumière de la réalité ici, mais quand je vois l'évolution, je vous montrais les courbes tout à l'heure, où on a consenti d'énormes investissements sur le web, et que je vois le mobile qui est en train de monter, et rattraper le web, je passerai l'étape, certainement l'étape papier ou médias traditionnels, moi je ne crois pas que j'investirai là-dedans, je passerai peut-être l'étape web, et je passerai directement à l'étape mobile. WordPress fait des petits thèmes de blog, des templates adaptés au mobile qui sont super. Et il y a d'autres plateformes de blog comme Tumblr ou quoi qui le font. Pourquoi pas ? À la transition, je ne sais pas. Je pense qu'il faut prendre son destin en main. Alors la question, ça c'est la question qui tue. Comment ne pas travailler 2 fois ? Pardon. Là, je n'ai pas l'alpha et l'oméga de ça. Tout est à inventer. Je ne peux pas dire ici comment le mode d'emploi pour travailler autrement. Pourquoi ? Parce que ça, c'est spécifique à chaque média, chaque stratégie éditoriale, et il y a des spécificités aussi par thématique. Je vais reprendre mon exemple fétiche qui est le foot. Je ne peux pas demander à un journaliste qui couvre un match de foot de faire en même temps, pour le papier, pour un contenu différé, d'avoir aussi, de tenir un direct commenté, de faire du Twitter, d'animer un Facebook, et de tout de suite envoyer un compte-rendu du match juste après la fin du match. Donc, ça veut dire quoi ? Pendant qu'il fait son compte-rendu pour le web, eh bien, il loupe les interviews au vestiaire et les petites vidéos qu'il peut éventuellement faire. Donc, chaque thématique est spécifique. La réponse, elle est chez les gens qui organisent et gèrent les rédactions. Assurer, je commence à perdre ma voix, assurer une gestion intégrée d'une matière, c'est précisément ça, c'est d'être capable de se dire telle information, c'est indispensable de la donner le plus vite possible sur le web. Ok. Ça nécessite quoi comme moyen pour donner cette information ? Est-ce que le journaliste qui se déplace sur place peut m'envoyer un SMS qui sera traité à la rédaction ? Ou est-ce qu'il publie directement parce qu'il aura la possibilité d'avoir un accès Internet, ce qui sans doute sera rare. Mais est-ce que j'ai la possibilité d'informer directement ? Oui, non. Si oui, quels moyens à mettre en œuvre ? Si les moyens à mettre en œuvre me permettent encore d'assurer la production pour un autre support, dans un temps raisonnable, oui, alors c'est la même personne, et il aura fait une journée normale. Sinon, on mobilise une deuxième personne. Sinon, et si tout ça n'est pas possible, on fait des choix. Et ça, c'est un message qui passe souvent, je crois qu'il faut faire passer, c'est d'avoir se décomplexer un peu, d'être plus à l'aise par rapport au fait qu'on ne doit pas être exhaustif.
Si on vise à aller toujours plus vite que le web, alors que Twitter ira toujours plus vite que vous, et si on vise l'exhaustivité, on n'a pas fini de travailler. Par contre, si on fait de l'hyper-choix, comme je disais tout à l'heure, et qu'on apporte de la valeur ajoutée, quitte à renoncer à certaines choses, mais bien traiter une ou deux choses, donc ça veut dire moins de sujets, mais mieux, je pense qu'on résout la question du travailler autrement et pas deux fois. Et travailler autrement, c'est simplement avoir la conscience, être conscient. Si je me lève le matin, je suis journaliste papier, et qu'il y a un incident important, j'entends à la radio, il se passe quelque chose, j'ai deux attitudes que je peux adopter. Je me lève tranquillement, je déjeune, je dis je verrai ça tout à l'heure, je donnerai mes coups de fil cet après-midi, j'irai faire un petit tour. Deuxième attitude, c'est d'au moins assurer en une demi-heure une première couche de l'information et valider l'information. Parce que les gens qui ont entendu la même chose que vous à la radio se posent la même question. Ah bon, il s'est passé ça, mais qu'est-ce qui se passe exactement? Et c'est vrai, il y a un blessé, 2 blessés, 3 blessés, et le trafic va être perturbé toute la journée, ils vont arrêter. Non, vous faites votre métier, vous donnez 1 ou 2 coups de fil, vous avez ces renseignements, vous validez les informations et vous assurez cette information utile tout de suite. Tout de suite. Et puis après, vous allez manger, vous déjeunez à l'aise et vous faites un article pour le lendemain ou un billet radio. Voilà.